Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vais revenir rapidement sur quelque chose dont j'ai parlé dans la précédente vidéo, dans mon décor naturel et sans bruit de voiture. J'ai revérifié un petit peu les statistiques, parce que évidemment, actuellement, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, les mouvements de gauche ou les mouvances de gauche sont en train d'agiter des drapeaux de la peur, du racisme, de l'islamophobie. Donc on essaie de réévaluer l'islamophobie au même niveau que l'antisémitisme pour tout simplement pousser les gens à bien comprendre que désormais toute critique envers le musulman ou l'islam sera considérée comme islamophobe. Certains s'amusent donc à dire que l'extrême droite tue, l'islamophobie tue. C'est le message qui est propagé en ce moment. L'islamophobie tue. Alors, statistiquement, si on considère que l'extrême droite est le fléau, et la source de toutes les haines, de tous les racismes. Entre 2018 et 2022, on a recensé, en tant que acte, plainte, enquête, jugement, condamnation, 30 à 40 actes assimilés à des mouvances ou des influences d'extrême droite. 30 à 40. C'est-à-dire en 4 ans. Je répète, ce sont des actes reconnus, condamnés, sous influence de l'extrême droite. En revanche, quand vous avez des gens qui vous disent que l'extrême droite tue, alors là, concernant donc des meurtres, attention, accrochez-vous bien à votre fauteuil. Savez-vous combien y a-t-il eu de personnes qui ont été tuées par des gens sous influence ou représentatifs d'un mouvement ou d'une idéologie d'extrême droite entre 1990 et 2022? Allez, donnez-moi un chiffre. 100? Non. 500? Non, quand même pas. 70? Non plus. Allez. Je vous donne le chiffre. Tenez-vous bien. Je rappelle, de 1990 à 2022, les personnes qui sont mortes sous les coups d'un genre d'influence ou appartenance à des mouvances d'extrême droite est au nombre de 14. Donc vous comprenez que ce chiffre entre 1990 et 2022, à mettre en perspective, ne serait-ce que déjà avec le nombre de morts qui ont été commis par et au nom de Allah, donc acte islamique, qu'on appelle acte terroriste, sur l'année 2015, on explose les compteurs. Donc c'est pour ça que vous voyez à l'heure actuelle une gesticulation des gens de gauche à victimiser, à vouloir surprotéger les musulmans. Alors on te dit de musulmans français ou étrangers. C'est-à-dire que là, la gauche, et surtout la LFI, veut s'accaparer, veut faire une sorte de protectionnisme, une sorte de sacralisation du musulman en France. Alors qu'en réalité, les chiffres statistiques, alors évidemment en France, il n'y a pas de statistiques ethniques, donc on ne peut que constater sur les noms ou les appartenances ethniques des auteurs depuis ces 30 dernières années, qu'ils soient français mais d'origine ou étrangers
Jusqu'à preuve du contraire, il y a toujours eu un lien avec l'islam. Que ce soit des Maghrébins, que ce soit des Afghans, que ce soit des Tchétchènes. Donc évidemment, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, là ils sont quand même un peu emmerdés parce que c'est un jeune français d'origine bosniaque, mais apparemment la victime, tout du moins la famille de la victime, serait en situation irrégulière. Oui, où est-ce qu'il est français, le Babacar Cissé? Précisez-moi dans les commentaires, parce que moi j'ai des versions aussi différentes et variées que, au final, je n'arrive plus à savoir. Mais bon, ceci dit, ça ne retire en rien le fait que le pauvre gars, il avait rien à se reprocher, il était à la mosquée pour aller prier, puis pof, il est tombé. Il était au mauvais endroit, au mauvais moment, oui. Je suis désolé, hein, ça peut paraître un petit peu rude, ce que je viens de dire, mais malheureusement, dans beaucoup de cas, une victime tuée gratuitement à cause d'une frustration, d'une haine, l'innocence est toujours victime. Donc, il y aura toujours la statistique, même si elle n'est pas ethnique, pour faire une démonstration que tous ces gens qui sont en train de nous faire croire que c'est l'extrême droite qui tue le plus, et qui est le fléau, de toute façon, je pense que beaucoup de Français se rendent compte que la gauche est en train tout simplement de battre de l'aile et qu'elle essaye de rameuter les hypersensibles, les émotionnels à leurs idéologies bien-pensants, droits de l'homiste, antiracistes, antifascistes. Parce que ça, je crois que de ma vie, je n'ai jamais lu ou entendu autant le terme antifasciste. Enfin, c'est effrayant. Donc c'est pour ça que, en effet, ça va être un tournant important pour savoir si oui ou non ça fonctionne. Parce que l'échéance électorale de 2027 va être importante. Qui plus est, s'il n'y a pas une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale d'ici la fin de l'année. Parce qu'apparemment, il y a une rumeur. Une rumeur comme quoi Macron s'amuserait à faire une dissolution en septembre ou octobre. Ce n'est qu'une rumeur. Donc à côté de cela, c'est vrai que souvent je me fais la remarque. Je me fais la remarque en disant « Putain, je suis quand même mieux aux États-Unis ». Alors je ne dis pas qu'aux États-Unis, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème de violence, il n'y a pas de problème, en effet, de mass shooting, du fait que les armes à feu, je pense que je n'ai pas besoin de vous reparler des armes à feu aux États-Unis. Même si, encore une fois, le côté dramatique et tout l'émotionnel que ça suscite derrière, si on est un petit peu cartésien et qu'on remet les choses proportionnellement à la population, ça reste, excusez, je vais peut-être choquer, mais ça reste acceptable. Enfin, je veux dire acceptable dans le sens où, vu le nombre d'armes qui circulent aux États-Unis, en proportionnalité du nombre d'armes qui circulent aux États-Unis et les actes commis avec des armes à feu, et plus particulièrement les mass shootings. Oui, je sais, je comprends que peut-être pour certains ça peut choquer de faire cet outil comparatif. Mais c'est une réalité mathématique, statistique. C'est que le nombre de victimes, le nombre de mass shootings qui est commis aux États-Unis, vous le remettez en proportion par rapport au nombre d'habitants. Je pense qu'il serait intéressant de faire la comparaison en remettant en perspective le nombre de morts en France par arme à feu en remettant ça à l'échelle de la population française. Est-ce qu'on arriverait peut-être à un chiffre à peu près similaire, voire peut-être plus? Allez savoir. On n'en sait rien. Si ça peut vous amuser, tenez, vous pouvez vous amuser à le faire sur ChatGPT par exemple. Posez-lui la question à ChatGPT. En proportionnalité par rapport à la démographie,
par rapport au nombre de population entre les États-Unis et la France? Quelle est la statistique, le pourcentage de meurtres par arme à feu? Bon, par contre, c'est vrai qu'aux États-Unis, on bat le record sur les morts tués par la police. Tout état de cause, que ce soit justifié, pas justifié, abusif, pas abusif. Le fait est, c'est qu'il y a certaines circonstances aux États-Unis où aujourd'hui la règle d'or aux États-Unis, c'est protection de votre intégrité physique d'abord. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre en comparatif la police française et la police américaine. La police américaine, elle a un mot d'ordre, c'est votre sécurité d'abord. Enfin, quand je dis votre sécurité, c'est les officiers. Les officiers ont le droit de faire usage des armes si leur intégrité physique est menacée. Donc il y a un péril ou un risque, voire un risque pour une tierce personne. Là, dans ce cas-là, ils ont le droit d'utiliser leurs armes. Bon, après, l'usage de l'arme, temporisé, abusif, oui, c'est un débat. Surtout quand vous voyez qu'aux États-Unis, encore une fois, ça rejoint ce que je disais sur la culture américaine où le juste milieu est très difficile à cadrer. C'est-à-dire que vous avez à la fois des gens qui sont très professionnels. Enfin, tout du moins, personnellement, moi, tous les flics que j'ai eu affaire aux États-Unis sont extrêmement professionnels, extrêmement courtois. Même, on le voit sur le bord de la route, il n'est pas hasardeux de voir des flics s'arrêter pour aider des personnes à changer une roue ou essayer d'évacuer un véhicule en panne ou un truc comme ça. C'est protéger et servir. Je veux dire, le terme protéger et servir aux États-Unis, il prend tout son sens. Comme aussi, vous avez des policiers qui ne devraient pas porter un uniforme. Mais j'ai envie de dire, en France, malheureusement, c'est ce qui s'accroît de plus en plus. Même si en France, moi, j'ai eu affaire souvent à des policiers, à de la BAC, puisque dans mon métier, on était souvent amené à les appeler suite à des problèmes avec des racailles, des bandes organisées ou des trucs comme ça. Oui, il y a des policiers qui font preuve d'un grand professionnalisme. Comme j'ai croisé certains, j'étais des véritables cow-boys. Voire même croiser des gardiens de la paix dont le chef de compagnie, il n'avait pas bu que de l'eau. C'est pas une légende, c'est pas une caricature. Ça existe, malheureusement. Et qui plus est, aujourd'hui, avec la désaffection qu'il y a vis-à-vis du métier de policier, on a d'un côté des jeunes issus de l'immigration qui deviennent policiers, mais pour eux, c'est 10 fois plus difficile parce que dans leur communauté, parfois, il y aura des gens toujours pour leur dire « mais t'es un traître ». T'es un traître parce que tu te ranges du côté de la police. Alors certains ont un caractère suffisamment fort pour tenir le bâton, mais il y en a d'autres, malheureusement. On se souvient de ce qui s'est passé dans cette école de police, où il y en a, ils ont fait la teuf avec de la drogue, etc. Enfin, là, on pourrait dire qu'il y a un manque de maturité. Mais encore une fois, c'est le même problème qu'il y a aujourd'hui dans l'armée américaine. C'est que les 2/3 des recrues qui sont faites aujourd'hui dans l'armée américaine, une grande majorité sont en fait des émigrés, c'est-à-dire des émigrés réguliers, mais qui font l'armée parce que l'armée est une possibilité pour accéder à la citoyenneté américaine. Alors beaucoup d'hispaniques, évidemment, mais c'est un moyen pour les hispaniques de aussi montrer qu'ils veulent devenir de bons Américains. Mais aussi parce que ils récoltent quand même des gens qui ne sont pas des Lumières. D'ailleurs, il y a eu certaines études qui ont été faites pendant la guerre en Irak et la guerre en Afghanistan. On a constaté qu'il y avait de gros problèmes psychologiques chez les jeunes. Parce qu'ils idéalisent. Et une fois qu'ils sont sur le terrain, mais c'est la réalité crue, la réalité violente, la réalité brutale. Et ça, malheureusement, ils ne sont pas préparés, les gamins.
Et donc en France, malheureusement, dans la police, c'est pareil. On veut augmenter les effectifs. Oui, mais s'il n'y a pas de candidat sérieux, crédible, il y a un moment donné, on est obligé de baisser les critères. Mais en baissant les critères, forcément, on ouvre un peu plus les mailles du filet pour empêcher d'avoir des gens à qui on va donner un flingue et un uniforme, mais qui vont faire que des conneries. Et j'ai envie de dire, c'est à peu près partout dans les métiers à responsabilité. Métiers où on est censé sélectionner des gens avec un minimum de maturité. Mais parce qu'on ne les trouve pas, ces gens-là. Ces gens-là, ils ne sont plus sur le marché. Aux États-Unis, c'est pareil, malheureusement. Et c'est vrai pour tout, hein. Même dans beaucoup de secteurs professionnels, aujourd'hui, aux États-Unis, on a un gros souci, c'est qu'on ne trouve pas de gens expérimentés. Donc on embauche des vieux, des jeunes, qu'on est obligé de former. Les 2/3, au bout d'un moment, on se rend compte qu'ils n'en ont rien à foutre, qu'ils font n'importe quoi. Tant qu'ils sont payés, tant qu'ils ne sont pas virés, je peux vous dire, dans quasiment toutes les entreprises, surtout les entreprises de services, tout ce qui est restauration, libre service, grande distribution, prestations, services à domicile, vous avez un turnover qui est effrayant. Vous avez des gens en réalité qui ne restent pas, qui restent 3 mois, 6 mois grand maximum. Je vous avais expliqué que moi, quand j'ai été recruté par la société où je travaille aujourd'hui, quand ils ont vu que j'ai bossé pendant 4 ans dans une même boîte, ils se sont dit, s'il a bossé 4 ans dans la boîte, c'est que ça doit être un bon élément. Ils n'ont pas été déçus parce que, oui, aujourd'hui, je suis un des meilleurs éléments. Je peux même vous dire que je suis un des meilleurs éléments de l'État. C'est pour dire. Pourtant, c'est pas un métier. Et pour moi, c'est un métier alimentaire. C'est pas un métier qui me permet d'évoluer professionnellement en matière d'expérience. Parce que le problème aux États-Unis, c'est que le métier que je faisais en France n'existe plus. Donc, je ne peux pas prétendre pouvoir travailler dans un métier qui n'existe plus. Donc, je suis bien obligé de se reconvertir dans quelque chose d'autre, sans être obligé de passer des diplômes, etc. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de secteurs, par exemple dans le jardinage, il y a beaucoup de sociétés de jardinage aujourd'hui où il y a énormément d'hispaniques. Alors que pourtant, les sociétés de jardinage, c'était souvent beaucoup d'Afro-Américains. Sauf que le problème, c'est que les Afro-Américains, ils ne sont pas très motivés, ils ne sont pas très productifs. Donc forcément, la concurrence fait que les hispaniques, eux, quand ils bossent. Parce que leur intérêt, c'est de réaliser des chantiers, de faire bien leur boulot et de se constituer une clientèle. Alors que les Afro-Américains, apparemment, je sais pas, ils ont l'air de s'en foutre royalement. Pour autant qu'un salaire qui tombe à la fin du mois, le reste. Je sais pas, j'irai pas jusqu'à dire que c'est culturel, mais je sais pas, mais en France, je crois me souvenir en France qu'on avait quand même aussi déjà pas mal de soucis avec des Français issus de certaines branches de l'immigration avec qui c'était plus compliqué que d'autres. Sans parler aussi des fois au sein d'une même équipe, où là où parfois ça se passe très bien entre des gens, des blancs, des noirs, des arabes, des musulmans, des juifs, autant il y a des fois, moi j'ai eu des fois une équipe dans le cinéma où il y avait un assistant qui était juif, une employée qui était algérienne, française, mais algérienne, donc musulmane. Vous ne pouvez pas se blairer. Vous ne pouvez pas se blairer parce que lui, il était juif et qu'elle, elle était arabe, musulmane. On croit que ça n'existe pas, mais si, malheureusement. Et je pense que malheureusement, quand vous avez des phénomènes sociaux et économiques, quand vous avez des phénomènes idéologiques aussi, je pense que ça aussi, ça joue énormément. Ça génère énormément de frustration et ça augmente encore plus les colères, les haines.
Parce qu'il y a de la dissonance. Il y a de la dissonance en matière d'équité, en matière d'équilibre, en matière de considération. Pourquoi est-ce qu'on ferait plus attention envers des gens parce qu'ils sont issus d'une communauté que d'autres? Là, vous créez un déséquilibre. Ce même déséquilibre, d'ailleurs, qu'on a aux États-Unis. Là, moi, je peux vous dire, là où je travaille, on a une collègue, une afro-américaine, qui branle rien, qui n'est pas productive, et qui en plus se fout de notre gueule en croyant être gentille avec tout le monde, mais en fait, elle est très hypocrite. Ils ne peuvent pas la virer. Pour l'instant. Ils ne peuvent pas la virer parce qu'elle est black. Et qu'il n'y a pas un argument suffisamment probant professionnellement parlant, alors que ici, il y en a, mais le problème, c'est qu'elle n'est pas la seule en cause. C'est-à-dire que si on devait prendre le critère professionnel pour virer les gens, on virerait les 2/3 de l'équipe. Ah oui, non mais c'est... Et ça, on le retrouve dans beaucoup de secteurs aux États-Unis. C'est pour ça que la déliquescence de la productivité, de la qualité de travail, de l'expérience, du savoir-faire, pour pouvoir justifier de baisser les coûts, de baisser les salaires, aujourd'hui, les entreprises, elles le payent. Elles le payent d'autant plus qu'aujourd'hui, avec la politique de Trump en matière de taxes douanières, l'importation de produits majoritairement fabriqués en Chine, en Inde, au Bangladesh, en Malaisie, à Taïwan, oui, les prix ont augmenté. Enfin, nous, par exemple, les produits, les cakes, tout ce qui est cake, Buntini, Bentlet et compagnie, ils ont augmenté de quelques centimes pour compenser le fait que la quasi-totalité des contenants sont fabriqués à l'étranger et pas aux États-Unis. Donc forcément, quand il faut produire derrière, qu'il faut augmenter le chiffre d'affaires, mais que vous ne pouvez pas l'augmenter parce que la moitié du personnel n'est pas productif ou fait de la merde, et de même merde qui a pour conséquence d'avoir des commentaires sur Internet désastreux, oui, mais la solution, c'est pas de dire c'est le manager qui est mauvais, donc on le vire et on le remplace. Non. C'est que malheureusement, les managers n'arrivent pas à trouver des gens qui puissent satisfaire les besoins de l'entreprise. Donc on trouve ce qu'on trouve, mais voilà. Il y a des situations où ça va, ça passe, et puis il y a des situations où ça passe pas du tout. Où les conséquences, elles sont inévitables. Enfin voilà, pour en compléter un petit peu ce que j'avais pu vous expliquer sur la précédente vidéo, là j'apporte un peu de complément, aussi à d'autres sujets que j'ai déjà abordés dans d'autres vidéos, mais c'est bien d'avoir un suivi de l'évolution des mœurs, des processus, des situations, des politiques, des idéologies, des comportements, des sentiments. Donc si vous voulez, je terminerai avec ce fameux sondage. Je me souviens plus si je vous en ai parlé dans la précédente vidéo. Il y a un sondage qui circule actuellement sur Internet en disant, oui, regardez, il y a 60% des Américains qui sont insatisfaits de la politique de Trump. Ouais, sauf que le problème, c'est que quand on regarde, toujours faire attention au sondage, quand on regarde le sondage possède un échantillon de 2064 personnes sur une population de 340 millions d'habitants. Et en plus de ça, l'échantillon a été sélectionné sur une tranche d'âge de 18 à 22 ans. 22 ou 25, je ne sais plus. Enfin bref, c'est des jeunes, si vous voulez. Et quand on sait que les jeunes, parce qu'après les algorithmes font une sélection, c'est comme en France, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est pas, on n'appelle pas les gens au hasard, non, c'est des gens qui sont inscrits sur des sites de sondage, parce qu'au bout d'un certain nombre de participations de sondage, vous avez le droit à des coupons de réduction, etc. Donc évidemment, le profilage du sondé est aisément
pris en compte par les algorithmes pour faire une sélection d'envoi du sondage aux personnes. Donc on choisit au maximum 2/3 des jeunes dont on sait que par leurs issues, leur appartenance sociale, culturelle, où ils sont dans des universités, ou s'ils sont déjà dans le milieu professionnel, on va faire une sélection qui va très clairement afficher la couleur sur l'orientation politique. Voilà. D'ici là, qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, soyez attentifs. Joyeux 1er mai, puisque nous sommes le 1er mai. Et d'ici là, portez-vous bien, beau jour, mieux.